Place au jeudi de profession de santé, 4e numéro. Alors bienvenue à ces milliers d'infirmiers, pharmaciens, kinés, dentistes qui rejoignent les médecins fidèles à cette émission et qui sont désormais fidèles à cet espace unique de débat télévisé entre professions de santé. Alors on va parler aujourd'hui du diabète, bien évidemment, qui concerne des millions de patients. Nos invités sont Brigitte Lecointre. Bonjour. Vous êtes infirmière diplômée en éducation thérapeutique du patient diabétique et en diabétologie. Vous êtes infirmière libérale à Nice, infirmière d'éducation, et vous collaborez à la Maison du diabète. Je suis complet ? Parfait. Bon. Merci. Notre autre invité est le professeur, excusez-moi. Je suis tellement impressionné d'avoir Gérard Raymond sur notre plateau. Vous êtes à la tête de l'Association française des diabétiques, qui est quand même très très puissante. Combien vous avez de gens qui... Écoutez, on représente 4 millions de personnes. Oui, 4 millions de personnes. Et on a aujourd'hui plus de 20 salariés. Voilà, et vous avez su placer le patient au centre de sa prise en charge. Enfin, il y a un professeur, le professeur Fabrice Bonnet, professeur de diabétologie, ancien chef de service, exerçant désormais en libéral à Paris. Alors Gérard Raymond, on a rarement des associations de patients sur ce plateau. Profitez-en pour répondre à cette question cruciale. Trouvez-vous que votre maladie fonctionne bien avec les autres professions de santé? C'est une bonne question. D'abord parce que c'est dommage que vous n'invitiez pas les associations de patients, puisque aujourd'hui nous sommes en pleine construction d'une démocratie sanitaire et ce sont les associations d'usagers de la santé qui portent. Oui, mais je vous expliquerai pourquoi, hors caméra, pourquoi c'est pas si facile que ça. Et c'est parfois difficile d'avoir le débat avec les associations de patients. Vous êtes une des exceptions que j'aime bien. Donc nous sommes très heureux d'être parmi vous et de pouvoir nous exprimer. Ça marche ou ça marche pas? Ou ça marche moyennement bien? Ça commence à marcher. Et nous espérons fortement que ça va marcher de mieux en mieux. Il y a beaucoup de choses à améliorer? Il y a beaucoup de choses à améliorer. Alors j'aurais envie de poser la même question à Brigitte Lecointre. Est-ce que vous trouvez que ça se passe plutôt bien avec les professions de santé en tant qu'infirmière? Moi, je vais un petit peu rebondir sur ce que vient de dire Gérard Raymond. Effectivement, ça va mieux. Ça va mieux, mais il y a des axes d'amélioration. Et j'en ai identifié 4, notamment une meilleure connaissance des compétences et des champs d'activité des professionnels du secteur médico-social qui sont impliqués dans le parcours de soins et de santé du patient. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Un deuxième axe, c'est une cartographie des offres de soins et des dispositifs éducatifs. Il y a pléthore d'offres de soins et de dispositifs éducatifs par territoire. Et je trouve que ce serait quand même intéressant que les patients puissent bénéficier de cette cartographie. Vous êtes en train de dire qu'on a mis en place plein de choses qui ne servent à rien parce que les patients ne sont pas au courant? Oui, mais les professionnels de santé non plus. Non plus, exactement. Parce qu'on travaille sur l'offre, on ne travaille pas sur la demande et les besoins. Oui, alors, en tous les cas, vous êtes très particulier, vous, puisque Gérard, vous occupez pour le moment que des diabétiques, hein, donc c'est votre... vous êtes toute la vie, toute la journée dans les problèmes du diabète. Vous, Brigitte Lecointre, quand je vous ai présenté, vous êtes quand même une infirmière très spécialisée, même si, en tant qu'infirmière libérale, vous faites peut-être d'autres choses. Bien sûr. Mais par exemple, votre maison du diabète, il y en a beaucoup des maisons comme ça en France? 19. Il y a 19 maisons du diabète et du cœur. Et donc, nous, on a la chance, effectivement, dans le quartier, puisque moi, j'exerce depuis presque 40 ans dans un quartier au nord de Nice, on a une maison du diabète et du cœur, ce qui nous permet d'offrir aux patients, selon leurs besoins, selon le sens aussi qu'ils donnent, des activités individuelles et éducatives. Et ça, c'est extrêmement... c'est une vraie richesse. Qui est-ce qui paye? Alors, ces maisons du diabète sont subventionnées par des fonds privés, par des fondations, mais sont aussi par des fonds ARS, quand elles répondent à des appels à projets et quand elles répondent à des subventions liées au programme d'éducation thérapeutique. Alors, Fabrice Bonnet, vous représentez tous les médecins, rôle difficile. Vous allez me dire, moi, je suis un professeur de diabétologie, donc toutes ces choses-là, je les connais par cœur. Par contre, le jugement est sévère pour tous les gens qui sont en dessous de vous, les médecins qui ne sont pas spécialistes du diabète. Et apparemment, l'absence de formation, vous en êtes un petit peu responsable, non? Vous, les diabétologues? Oui, on peut améliorer, bien entendu, beaucoup de choses, et y compris la formation et la formation médicale continue, et en plus un secteur qui bouge beaucoup. Et vous êtes conscient de cette sous-utilisation des moyens ou pas?
Oui, après, il y a toujours un problème de temps avec à la fois de densité médicale, de temps dédié à la formation, et puis avec des offres qui soient à la fois pertinentes de formation. Il y a un déficit d'information, hein, ce que je reprends de mes collègues. C'est vrai qu'on n'est pas au courant de toutes les propositions d'éducation thérapeutique. Qui pourrait vous mettre au courant ? Peut-être l'ARS, à l'échelon local, on est trop dans une centralisation, vous savez, en France, et donc on a des informations qui viennent de l'État, mais à l'échelle locale ou loco-régionale, on aurait besoin de voir les ressources proposées. Est-ce que vous trouvez que vous faites bien votre boulot dans la communication avec les médecins généralistes qui ne sont pas sur ce plateau aujourd'hui ? On essaye de faire au mieux, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'eux, ils apprécient d'avoir des informations très rapidement, d'avoir un compte-rendu dans les jours qui suivent, de l'hospitalisation, de la consultation. On est dans une société où l'information est importante, et là, on peut améliorer. Dans la communication aussi, je pense qu'avec les moyens de nouvelles technologies, ne serait-ce qu'avec le mail déjà, on arrive à mieux communiquer parce que souvent, ils ont des questions, ils n'arrivent pas à nous joindre au téléphone. Et l'email, pour moi, est un outil important. Et on peut faire mieux. La grande faiblesse aujourd'hui de la prise en charge des personnes atteintes de diabète, c'est le manque de coordination de l'ensemble des acteurs. Mais c'est qui le patron ? On en est bien là. Alors c'est qui le patron ? C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ce que jusqu'à présent, malheureusement, c'était le patient. Et c'était le patient et son parcours ressemble toujours davantage à un parcours du combattant plutôt qu'à un véritable parcours de santé. Il est fort possible que, on l'a dit, il y a plusieurs types de diabète, mais que sur le diabète de type 2, le patron pourrait être le médecin généraliste, qui lui est un orientateur, c'est-à-dire un coordinateur et un orientateur. Parce que vous êtes en train de m'expliquer que le patron d'un avion qui vole, c'est le client qui est assis dans un feuille. Non, c'est pas le client, c'est le pilote. Et donc le pilote, c'est le médecin généraliste sur le diabète de type 2. On est un petit peu sur la suite du débat, déjà sur l'offre. Est-ce que vous, alors apparemment, on a une infirmière et un patron d'association de patients parfaitement au courant de l'offre, d'accord ? Vous êtes informé, vous, bien évidemment. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des contacts ? Est-ce que vous avez des réunions ? Est-ce que vous vous sentez en devoir d'informer les médens ? Mais c'est certainement aujourd'hui notre devoir d'informer les médecins. Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire d'abord une cartographie de l'offre. Et je pense que les ARS devraient être. Vous pouvez le faire aussi, ça. Vous dites mais nous le faisons. Nous sommes en train de construire notre cartographie de l'offre. Oui, mais une association de patients essaie de faire le maximum avec ses moyens et sa dynamique. Dans nos 15 propositions pour une médecine fondée sur l'humanisme, nous avons proposé... C'est quoi ce document ? Là, je vous devant vous. Ce sont les états généraux de la prise en charge du diabète et surtout des diabétiques. Ça date de quand, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt pas la prise en charge des diabétiques que du diabète. Ça date de quand, ça ? Ça date de 2018, novembre 2018. Bon, ça va, c'est pas encore obsolète. C'est pas obsolète. Non, c'est bien. Et vous pourrez y retrouver d'ailleurs dans la loi de santé qui est en train de discuter quelques propositions qui sont des nôtres. À la fin de l'émission, on mettra en synthétiseur comment se le procurer. Comment aujourd'hui peut-on nous faire une cartographie de l'offre sur ce territoire, que ce soit de l'offre libérale, pluridisciplinaire, les infirmières azalées, les maisons du diabète, les associations de patients qui font des programmes d'accompagnement, etc., etc. L'éducation thérapeutique dans les centres hospitaliers. Comment pouvons-nous mettre en place cette offre-là et derrière cela, comment on peut effectivement adapter cette offre à la demande. Alors vous avez des moyens pour le faire. L'infirmière, quels sont ses moyens pour informer ? C'est forcément du réseautage. Oui, pour nous, c'est du réseautage. C'est aussi une implication et un engagement auprès des associations de patients qu'on a dans nos villes. Hein, parce que, par exemple, nous, à Nice, on a une association de patients diabétiques qui est très active. Je parle de vos consoeurs. Parce alors, on va la fâcher un petit peu. Les injectrices, comme on vous appelle. Non, mais il n'y a absolument aucune injectrice. Bien sûr, c'était pour dire. Les infirmières ont un rôle crucial dans la prise en charge du patient diabétique, qu'elles soient en exercice libéral ou en structure. Vous avez des moyens de... Alors, on va citer... Les moyens, on va les chercher encore aujourd'hui. Rien n'est acquis. Je veux dire, il y a énormément de boulot et d'investissement personnel, voire collectif, au niveau d'associations d'infirmières pour aller chercher l'information. Vous auriez été gentil de citer infirmier.com, qui est notre partenaire et qui fait un boulot formidable avec Madame Fabregas. Oui. Okay. Oui. Donc vous avez quand même des moyens de vous informer. Ah ben de nous informer, oui, bien sûr. De donner, mais nous, moi je parlais du terrain. Alors,
On va revenir sur le terrain avec vous, Gérard Raymond. Vous n'avez pas de commentaires là, sur ce sujet-là? Non, je suis tout à fait d'accord. Vous avez le droit à chaque moment d'amener les commentaires du monde médical. Gérard Raymond, moi, je vous connais bien, vous êtes forgé une deuxième vie à la force du poignet, vous dites même une troisième, vous. Vous dites que vous êtes mort à 34 ans, c'est-à-dire que c'est le moment où vous a diagnostiqué le diabète, je suppose. Diabète de type 1, oui. Vous avez près de 70 ans, non? Pas loin. Pas loin. Bon, c'est une exagération d'homme du Sud, cette histoire de mort à 34 ans ou c'est... Non. Je veux bien raconter ma vie, mais non, pas forcément. À 34 ans, mon projet de vie s'est arrêté, ma vision de la société s'est arrêtée, et ça a été pour moi un choc terrible de me retrouver diabétique du type 1, alors que j'avais une profession dans l'industrie du cuir qui était importante, et je me suis retrouvé sans rien quelques mois après. Donc il a fallu se reconstruire. Et vous étiez un excellent trois carrels, je suppose? Non, j'ai joué plutôt devant. À cette époque-là, je jouais talonneur. On avait le droit de jouer en talonneur. Et, alors, en dehors de l'aspect, on voit bien que vous avez une gaieté, une truculence qui paye, comme dans une association de patients. Je peux vous dire, vous donnez une image positive. Mais vous avez 4 millions de personnes, vous avez dit tout à l'heure, qui poussent derrière vous. C'est une charge lourde, non? C'est une charge très lourde, parce que l'importance aujourd'hui de notre association, c'est de récolter les attentes et les besoins de chacun et d'en faire un plaidoyer collectif. Et ça, c'est de notre légitimité. Et ça, c'est parfois difficile. Les patients nous disent, mais moi, j'ai mon problème. Le problème de l'autre, je m'en fous. Et c'est à nous à faire la collation, le recueil de l'ensemble de ces attentes et de ces besoins, et de porter cela, que ce soit aux décideurs, mais aussi auprès des professionnels de santé, pour qu'effectivement on fasse évoluer notre système de santé. Qu'est-ce que vous répondez quand je vous dis qu'on a l'impression qu'on peut vous manipuler? Oui. Vous êtes seul, donc oui. Vous répondez quoi à ça? Vous êtes pas manipulable? Ça me fait doucement rigoler quand on me dit qu'on peut me manipuler, mais certains me connaissent mal, ou connaissent mal l'association. On a bâti aujourd'hui un système économique qui est totalement indépendant et qui aujourd'hui, évidemment, répond à ces nouvelles vocations des associations du XXIe siècle. Fabrice Bonnet, je vous dis que ces associations de patients, elles peuvent vous faire peur. Vous dites que j'exagère? Oui, non, c'est un partenaire incontournable parce qu'il y a eu des avancées importantes dans la prise en charge de matériel qui ont été obtenues grâce à l'engagement de Gérard Raymond et de l'association. Donc c'est indéniable. Non, on a besoin les uns des autres. Les associations ont un vrai lobbying positif, une influence positive sur les gouvernants, et c'est important. Et celle-ci, en plus, est très bien structurée. Donc Je vous le confirme. Alors, on aurait pu continuer à faire de la politique, discuter, un débat. On a voulu prendre quelques solutions emblématiques à la vie d'un diabétique. Oui, Brigitte, vous avez choisi le passage à l'insuline. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une période, un moment dans la vie de la personne qui est atteinte de diabète, c'est un moment extrêmement important. Et récemment, il y a un patient pour le passage à l'insuline, donc sur une prescription, me dit « Hier, j'avais du diabète, aujourd'hui, je suis diabétique ». Et j'ai trouvé ça tellement fort, que on est resté un long moment à justement à ce qu'il puisse verbaliser, que je puisse accueillir ses éprouvés, que je puisse comprendre ce qu'il voulait dire. Et je trouve que c'est un moment extrêmement important dans la vie, je le redis, de la personne atteinte de diabète. Mais vous faites le boulot là qu'aurait dû faire le médecin qui a décidé de la mise au passage à l'insuline? Alors, moi je fais le boulot de personne, j'ai déjà beaucoup de mal à faire le mien, donc je veux prendre le boulot de personne. Non, mais attendez, c'est pas ça. Mais ça aurait dû être fait, Patrice Bonnet, vous vous rendez compte que ce soit... Non, mais c'est formidable hein, que vous ayez cette sensibilité, cette attention à cet aspect psychologique qui est crucial dans l'accompagnement du patient et que vous preniez ce temps qui est nécessaire. C'est vraiment, voilà, moi je suis sensible à ce temps, à cette nécessité de la verbalisation pour le patient. Après, elle vient à un certain moment et vous avez été l'interlocutrice privilégiée et finalement très bien que ce soit vous et peu importe que ce soit pas un médecin ou pas un médecin. Mais c'est en tout cas indispensable pour que le patient puisse se dégager et ça prend du temps
qui ait cette verbalisation de ses affects et une écoute absolument. attentive, et vous l'avez. Donc chapeau. Gérard Raymond boit du petit lait pour le moment. Votre rôle, c'est contrôler que les injections se font bien. N'y voyez pas avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je contrôle rien du tout. Et les effets secondaires, vous êtes habilité à les rechercher? Tout à fait. Moi, dans la mise à l'insuline, j'apprends à faire et j'accompagne à vivre avec. Ouais. C'est tout. Mais et donc j'apprends vous... à faire, bien sûr que je vais lui apprendre à faire son injection, c'est évident. Et donc faire son injection, ça c'est une habileté sensorimotrice, mais bien au-delà, l'adaptation des doses, les effets secondaires. Et vous passez tout ça. tous les combien au moment du passage? Tout dépend du patient. Ouais. Il y a des personnes qui vont désirer que l'on vienne, par exemple, tous les jours pendant quelques jours. Il y en a qui vont très vite désirer leur autonomie. Moi, la seule préoccupation que j'ai, c'est qu'il apprenne à faire, que j'accompagne à vivre dans un temps qui est le sien. Et toujours avec cette autonomie. Pour moi, l'important, c'est qu'il souhaite son autonomie et qu'il l'acquiert très très vite, à son rythme. On est dans le geste, mais de votre côté, est-ce que vous êtes bien formé pour rechercher les hypoglycémies? Ah ben oui. Ah oui. Non, mais attendez, je vous pose des questions, parce que là, on est plus dans le geste. Moi, j'ai été... Il y a de plus en plus d'infirmières qui se sont formées à la diabétologie avec Donc, des DU. une infirmière qui aide un passage de l'insuline doit être formée à la diabétologie? C'est mieux. C'est le cas? C'est le cas? Oui, c'est bien. Est-ce que c'est le cas? C'est beaucoup le cas. C'est beaucoup le cas. Ouais, voilà, c'est mieux en le disant. Quand même, de donc, plus en plus. Parce que le paradoxe, quand même, vous, c'est que vous avez trop de sucre, mais ce que vous craignez, c'est de ne pas en avoir assez. C'est aussi quelque chose qui ne doit pas être facile à passer chez les patients, non? Vous savez, je pense que les deux axes prioritaires du soin, aujourd'hui, pour la prise en charge d'une personne atteinte de diabète, la première chose, c'est le diabète de type 2. Alors, le type 1 est quand même particulier. Sur le diabète de type 2, la première des choses, c'est effectivement, et ça a été dit plusieurs fois, l'activité physique et l'équilibre nutritionnel. Mais le deuxième axe, qui est toujours prioritaire, c'est le dialogue. C'est parler avec le patient. On a un échange entre un expert scientifique et un expert profane. Il faut rassurer le patient. Il faut l'écouter. Et parce que le diabète ne se résume pas simplement à la prise d'un comprimé. Mais ça, c'est un discours qui va à toutes les professions de santé. Là, pas forcément. Si, vous demandez à l'infirmière de rassurer, au podologue de rassurer. À tous, mais à tous les acteurs. Oui, je veux dire, mais c'est pas uniquement le médecin. Quand vous dites mais le patient, le médecin généraliste aurait dû le faire, oui, dès le premier jour, il aurait dû écouter ce patient. Patrice Bonnet, et après je vous pose la question. Oui, mais c'est pas, malheureusement, je dirais, c'est pas souvent le médecin qui rassure, parce qu'il y a cette vieille tradition, mais qui est un peu idiote, qu'un médecin doit être sérieux et doit être plutôt dans la gravité, et alors c'est un effet désastreux. Non, je vous rejoins. Quand on regarde votre regard quand vous dites ça, on n'a pas envie de vous demander quelque chose. Hein. Et pour moi, un médecin doit essayer d'être rassurant autant qu'il le peut. Et le nombre de patients diabétiques qui sont inquiets, qui sont très mal en franchissant la porte du cabinet, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Oui, moi je voulais juste rajouter que des fois, on dit le médecin aurait dû, mais à un moment, le patient aussi, est-ce que c'était le moment où il était prêt à être rassuré? Et c'est ça, en fait. Parce que généraliste, il voit assez souvent. Je reviens sur ce que le professeur Bonnet a dit, c'est que moi, quand je commence souvent l'insuline, ils sont chez eux, les patients. Donc, en fait, c'est dans leur espace, dans leur intime. Et forcément, ça libère beaucoup plus la parole. Bien sûr. Il y a encore des médecins qui se déplacent quand même. Hein. Mais dites-moi, c'est un acte qui est à ses côtés pour le temps que vous y passez? La réponse est dans la question. Bon. J'en dirai pas plus. On peut concevoir d'autres modes de rémunération que la rémunération à l'acte. Et je pense qu'effectivement, dans cette nouvelle philosophie-là de la prise en charge pluridisciplinaire d'un patient, on peut concevoir ce que certains appellent un forfait, une enveloppe globale. Et là, il y a certainement des sources d'efficience et de qualité. Par exemple, les associations travaillent sur ça auprès des autorités de santé. Bien sûr. Je vais voir ce que vous faites. Fabrice Bonnet, il y a de plus en plus de moyens de contrôle pour les diabétiques. Alors, vous ne voyez pas une soirée à la télé sans qu'il y ait un spot nous disant contrôlez votre sucre et tout ça. Est-ce qu'il y en a assez ou trop, ou c'est mal remboursé? Quel est le problème de ces moyens-là? C'est bien remboursé. On a de la chance en France. Après, il peut avoir un excès, notamment dans le type 2, où la surveillance de la glycémie capillaire
est parfois moins évidente ou pertinente. Je ne parle pas du type 1 où il y a eu des progrès faramineux pour éviter de se piquer le bout du doigt grâce à des nouveaux lecteurs. Mais dans le type 2, il y a sans doute des prescriptions un peu inutiles, des lecteurs qui restent dans le tiroir et une éducation thérapeutique qui se fait mal parce que ce n'est pas uniquement surveiller sa glycémie toutes les demi-heures qui peut aider. On a le président là et il va nous sortir quelque chose de sa poche. Si vous n'avez pas de contrôleur, vous vous rendez compte. Vous avez quelque chose pour contrôler votre voilà, mon cher ami, mais je ne suis qu'un diabétique de type 1, donc je suis obligé d'avoir quelques appareils qui fonctionnent à ma place. Donc ici, effectivement, j'ai le lecteur de glycémie en continu, donc j'ai plus besoin de me piquer le bout des doigts. Ah, vous le faites même à travers votre veste? Bien sûr que je le fais à travers la veste. Voilà, je peux montrer la glycémie qui est correcte. Ça marche à travers la veste, c'est quand même formidable. Bien sûr. Et ici, j'ai un commutateur de ma pompe implantée. Ah, vous avez une pompe en plus, vous. Et dans le ventre. Ah oui. Oui. Bon, alors ça y est, on est devant le malade branché 3.0. Oh, ça c'est clair. Mais bon, vous avez ça parce que vous êtes un cobaye en tant que président ou c'est quelque chose que le professeur Bonnet peut prescrire à tous ces diabétiques? Malheureusement, le capteur de glucose en continu, oui. La pompe implantée, effectivement, non, ça reste quelque chose d'assez discret. Ce capteur, maintenant, c'est quelque chose. C'est remboursé? C'est remboursé. Donc là, il y a eu un effort de la communauté qui est importante et pour le bien-être de nos patients diabétiques de type 1. Donc ça a été un plus indéniable. Donc le pancréas artificiel dont on a parlé tout à l'heure avec Fabrice Bonnet, c'est quelque chose que vous suivez de très près? Bien entendu. Nous sommes extrêmement sensibles et vigilants et ouverts à toutes ces nouvelles thérapies, à toutes ces nouvelles innovations qui doivent effectivement permettre à chacun d'entre nous d'améliorer notre qualité de vie et de pouvoir réaliser notre projet de vie. Ce qui est important pour nous, et on l'a démontré sur tous ces dispositifs médicaux, c'est améliorer notre qualité et notre projet de vie. C'est le traitement qui s'adapte à notre projet de vie et non pas l'inverse. C'est une révolution aujourd'hui. Avec tous ces capteurs et tout ça, on peut imaginer qu'ils soient connectés à un centre d'alerte, ça remplace la surveillance par le médecin généraliste? Oui, bien sûr, ça peut être envisageable et faisable. Après, c'est dans la chaîne de qui intervient. Et... Vous allez défendre votre lobby des médecins, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que justement tous ces problèmes de communication peuvent être réglés en partie par ça. Oui, je pense que demain, assez rapidement, les diabétiques de type 1, parce que évidemment il y a plusieurs sortes de diabète, mais le diabétique de type 1 demain sera suivi par une plateforme à distance, il enverra ses données. La confiance devra effectivement être le maître mot, la sécurité aussi d'ailleurs, et donc il y aura un dialogue avec une plateforme à distance et le patient. Ce patient-là n'aura pas à se déplacer régulièrement pour aller voir un diabétologue et perdre une demi-journée de travail. Très bien. Alors le professeur Bonnet nous disait aussi que certains médicaments ne sont pas disponibles en France et que c'est de son côté un scandale. Vous nous dites de façon très courte, Fabrice Bonnet, de quoi il s'agit ? Oui, c'est une nouvelle classe qui s'appelle les inhibiteurs de SGLT2 qui permettent une excrétion urinaire du sucre. C'est des comprimés, c'est valable depuis 4 à 5 ans dans une grande majorité de pays, sauf la France où ce n'est pas remboursé, où on estime qu'il n'y a pas d'avancée suffisante. Et nous, en tant que diabétologues, nous regrettons, nous déplorons. Nous avons plaidé cette cause à plusieurs reprises devant la Haute Autorité de Santé. Et vous n'avez pas été entendu? Et nous n'avons pas été entendus. Alors écoutez, maintenant, là, c'est votre problème ou pas ça? Bien entendu que c'est notre problème. Il ne manquerait plus que ça que ce ne soit pas notre problème. Donc effectivement, nous avons co-signé une demande d'explication à la Haute Autorité de Santé. On s'est fondé sur les mêmes études scientifiques que les experts de la Haute Autorité de Santé et les experts de la Société francophone du diabète et nous-mêmes n'arrivons pas aux mêmes conclusions. Donc il y a un biais quelque part. Ouais. On aimerait bien que la Haute Autorité de Santé nous explique où il y a le biais. Deuxième argument pour nous, et je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous importe, nous, c'est la qualité de vie des patients. Et donc, nous sommes aujourd'hui en capacité de pouvoir faire des études sociologiques sur les attentes et les besoins des patients et leurs usages. Et nous avons quelques études sur ces GLT2 et GLT1 qui vont certainement être aussi des atouts dans la négociation auprès de la Haute Autorité de Santé. Quand on parle de 100 cancéros, on nous dit « ouais, nos malades sont trop épuisés pour qu'on puisse les mettre dans la rue ». En revanche, quand on voit dans quelle forme vous êtes, alors vous êtes diabétique depuis
un bout de temps, sans parler de gilets blancs. Vous savez que les gens qui sont diabétiques votent. Et vous n'avez pas envie que de temps en temps mettre vos diabétiques dans la rue pour dire ça suffit? Ah, écoutez, je ne suis pas le seul à décider. Mais à l'heure actuelle, nous pensons que nous avons d'autres atouts que de descendre dans la rue. Vous préférez la confidentialité Moi, je préfère des la confidentialité des réunions voilà. Et de s'expliquer d'une façon respectueuse, mais totalement transparente avec ceux qui ont la décision à prendre. Vos patients dans la rue, ça vous embêterait, Fabrice Bonnet? Non, mais il y a effectivement d'autres moyens que de descendre dans la rue. Maintenant que ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Non, les patients se mobilisent, ce serait bien, parce que c'est un levier. Oui, non, mais parce que là, vous dites qu'il y a d'autres moyens, vous venez de le décrire. Oui, non, vous êtes en train de baisser déjà, les bras. En tout cas, qu'il y ait une expression des patients, et je suis très heureux que cela ait été le cas. Brigitte, vous trouvez qu'en règle générale, on demande trop aux infirmières dans le domaine du diabète? Non, il ne faut pas cibler le domaine du diabète. Oui. Je pense qu'on en demande beaucoup. En règle générale, on en demande beaucoup aux infirmières. Et le diabète est une pathologie, pas plus que les maladies neurodégénératives ou les pathologies cancéreuses. Je pense qu'on en demande beaucoup et de plus en plus aux infirmières. Et c'est pas, je ne suis pas vous allez retourner camper avenue de Ségur? Non, parce que je pense, comme le professeur Bonnet et Gérard Raymond, qu'il y a d'autres moyens, effectivement, de pouvoir nous exprimer. D'accord. On pourrait dire aussi idem pour les patients. Certains disent oui, mais ils se responsabilisent pas assez, les patients. C'est un peu vrai dans le diabète, quand même, non? C'est de la co-responsabilisation. D'accord. On veut bien responsabiliser les patients, mais à ce moment-là, il faudra aussi que l'ensemble des acteurs aient une évaluation de leur propre responsabilité. Alors, nous n'avions plus de place sur ce plateau pour inviter un autre partenaire de votre vie, Gérard, le podologue. Mais dans les jeudis des professions de santé, il y a le miracle des reportages. Une enquête de Thierry Borsas sur des images d'Irina Fourny. On va comprendre pourquoi tout le monde doit fonctionner en harmonie. Le diabétique doit consulter le podologue dès qu'il sait qu'il est diabétique. Une fois par an, minimum, il vient chez le pédicure podologue. Quand on est diabétique, il faut être vraiment vigilant par rapport à tout. Par rapport à ses chaussures, par rapport à ses pieds, par rapport au monde extérieur, par rapport au fait de marcher pieds nus. Même s'il n'a aucun signe apparent d'extérieur au niveau des pieds, il vient en consultation. Au moins, on fera le point ensemble sur son état neurologique au niveau des pieds, son état de santé des pieds, voir s'il y a des choses sur lesquelles nous, on va pouvoir lui donner des pistes en disant attention à cette zone-là. Et puis après, surtout, on va lui donner des conseils de comment couper ses ongles, comment prendre soin de ses pieds, comment choisir ses chaussures, comment réagir en cas de plaie et comment bien se comporter vis-à-vis de son pied diabétique. Quand le patient diabétique arrive au cabinet, on va faire un premier test qui va être de palper les poux, ce qu'on appelle le pouls pédieux et le pouls tibial postérieur. C'est de mettre les mains sur les zones cutanées au niveau du pied, à l'endroit où passent les artères, pour voir si le sang passe bien à ce niveau-là. Donc ça va être sur le dessus du pied et en arrière de la malléole interne. Puis dans un deuxième temps, on va tester la sensibilité superficielle grâce à un monofilament. Le monofilament est un petit appareillage qui nous permet de tester la sensibilité superficielle grâce à une pression de 3 grammes. Donc on va appliquer sur le pied le monofilament et le patient doit sentir un petit pic très léger, mais il doit le sentir. Et donc on va pouvoir dire, ben voilà, il y a un début de neuropathie localisé sur cette zone-là. Alors quand on voit un patient diabétique qui arrive avec une plaie ou avec une pathologie qui est un peu plus mauvaise et un peu plus profonde que la normale, déjà on va le soigner, on va bien dégager tout, on va mettre en place des pansements de décompression, de décharge, pour faire en sorte que la chaussure ou que le pied n'appuie plus sur cette partie-là. Et puis surtout, on va prendre contact avec le médecin pour mettre en place, si besoin, et bien évidemment, des pansements avec passage d'infirmière ou d'infirmier pour soigner ces plaies. Normalement, si un patient diabétique est bien suivi, il ne devrait pas y avoir de plaies qui se mettent en place. Après, on peut toujours avoir des plaies qui apparaissent chez le diabétique et qui vont vite se dégrader. Ça devient ce qu'on appelle un mal perforant plantaire et qui va être un gros trou que le patient ne va pas sentir. Alors, la prise en charge après le podologue, quand il y a des plaies, va arriver très rapidement. C'est-à-dire que quand on est sur un mal perforant plantaire, on va être sur des soins quotidiens, donc généralement faits par les infirmières ou les infirmiers. Et après, c'est la coordination entre le médecin et l'infirmière qui va décider si on part sur une hospitalisation. Malheureusement, ça peut être des nécroses et on peut aller jusqu'à des amputations.
donc une amputation d'orteil, de médio-pied, enfin en fonction de l'étendue de la plaie. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a près de 10 000 amputés par an de pieds à cause de plaies mal soignées. Donc c'est quelque chose qui existe encore, qui est encore présent et qui coûte très cher à l'assurance maladie. Il y a pas mal de choses à dire dans ce reportage. Alors d'abord, vous m'avez dit pendant le reportage, oui, c'est bien, elle est pointue. Hein. Ah oui, elle connaît très bien son sujet. Vous m'avez dit, c'est pas remboursé. Mais la consultation annuelle pour un patient diabétique chez le podologue n'est pas encore remboursée. Mais les soins quand même du podologue sont remboursés. Les soins du podologue sont remboursés à condition d'être grade 2 ou grade 3. Oui, c'est-à-dire que soit juste avant... Déjà, on a dépassé le stade de la prévention. C'est votre hantise, les problèmes de pied quand vous êtes diabétique? Bon, si la crainte était le début du commencement d'un comportement vertueux, ça se saurait. L'infirmière l'a dit, la podologue l'a dit, 24 000 hospitalisations par an à cause de la neuropathie diabétique et pratiquement 10 000 amputations. Ouais. Sauf que c'est la complication qui n'augmente pas par rapport au nombre de diabétiques. Depuis le début des années 2000, lorsque les podologues sont devenus acteurs de santé et reconnus par l'assurance maladie avec une convention, on a réussi effectivement à mettre en place un protocole qui permet aujourd'hui à peu près de stabiliser. Mais il faut aller encore plus loin. Et il y a des négociations conventionnelles à l'heure actuelle, auxquelles nous ne participons pas, mais auxquelles nous pouvons faire des propositions aux deux parties, pour qu'effectivement il y ait une accélération de la prise en charge des patients diabétiques par les podologues, notamment cette première consultation de prévention, et aussi une amélioration du nombre de consultations sur le grade 2 et grade 3. Fabrice Bonnet, c'est un constat d'échec, l'amputation, ça ne devrait pas se voir? Oui, on peut le voir comme ça, bien sûr, que ça arrive, ça aurait pu être dans bon nombre de cas évité, bien sûr. Il y a eu quand même eu des progrès depuis 10 ans, on a amélioré quand même la prise en charge en prévention et pour des lésions plus légères qui ne conduiront pas à des amputations. Il y a quand même un aspect positif qu'on peut souligner. Brigitte, c'est une part importante de votre travail. Ah je ne parle pas forcément du vous, mais des infirmières. Ah oui, c'est une part importante. Et comme disait notre collègue podologue, je veux dire, après, il y a tous les soins. Et les soins c'est des soins infirmiers à domicile qui sont journaliers. Pas facile. Pas facile dans l'espace aussi parfois de chez les patients, mais je dirais qu'il y a de considérables progrès qui ont été faits dans tout ce qui est thérapeutique aussi, hein, au niveau des pansements, ça c'est remarquable. Et puis ça c'est aussi un vrai travail de collaboration. Et alors là, moi j'irai un tout petit peu plus loin, pas seulement avec le médecin traitant ou le diabétologue, mais aussi avec les structures, avec l'hôpital, avec les services qui sont dédiés à la prise en charge des pieds diabétiques, avec dans les cliniques aussi, il y a maintenant des services de plaie et cicatrisation. Donc là, il y a un véritable travail de collaboration et de toute façon, il est incontournable pour une cicatrisation pour le patient. Comme toujours, avec pas assez d'argent pour le faire. De votre côté, des consultes de cette... Oui, ça c'est... Mais je reviendrai à ce que disait Gérard, c'est que il va falloir à un moment donné réfléchir autour d'une table, revoir le système, quoi. Ça, c'est indéniable parce que les parcours de soins sont de plus en plus complexes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que nous envisagions rapidement. Professeur Bonnet, vous venez de quitter tout récemment le monde hospitalier. Ça fonctionnait bien de votre côté quand vous étiez à l'hôpital, les relations avec les podologues, les infirmières de ville, hein, je ne parle pas de... Oui. Alors pour le pied, et après il y a d'autres exemples d'ailleurs qui vont dans le même sens, ça fonctionne plutôt bien. Oui, il y a des unités dédiées au pied ou une consultation dédiée au pied qui permet comme ça pour la ville d'adresser les patients qui ont une plaie débutante ou plus sévère. Et globalement, là, on a amélioré ce circuit. Il y a des améliorations toujours à faire, mais globalement, avec les acteurs de terrain qui peuvent contacter un médecin en cas d'urgence. Oui, pas tout à fait d'accord, Gérard. Oui, je ne suis pas sûr que tous les médecins généralistes connaissent les centres de cicatrisation qui sont pas loin de chez eux. Oui, parce qu'on voit qu'il y a des maisons du diabète, il y a des services spécialisés dans le pied, tout ça. Vous êtes en train de me décrire un diabète à deux vitesses, quoi. Oui. Soit on a de la chance d'être dans le cône, et puis à ce moment-là, on a ça. Soit on habite l'Ariège. Très beau département, cher l'Ariège. J'ai choisi exprès, hein.
Vous avez une maison du diabète dans votre coin? Non, mais on a une association qui est active dans le D'accord, coin. mais ça je veux bien, c'est la vôtre. Mais... Il y a bien sûr un problème là de vitesse, quand même. Oui, de périphérie géographique, comme on dit. Alors la télémédecine va aider, notamment en prenant des photos du pied diabétique de la plaie, ce qui peut, à distance comme ça, un médecin spécialisé peut dire quel type de soins il faut mettre en place. Alors il faut des infirmières à l'autre bout de la chaîne, mais on peut améliorer grâce à ça. Donc l'éducation thérapeutique dans le diabète, en avance sur tout le monde, pas encore parfaite, et le côté diabète 3.0 et les outils vont être là encore plus qu'ailleurs être présents. On a très peu de temps, mais Brigitte, vous avez voulu dire un mot sur la vaccination. Oui, je voulais vraiment qu'on dise un mot sur la vaccination parce que je pense que souvent on ne pose pas la question aux patients. Est-ce que vous êtes à jour de vos vaccinations? Est-ce que vous êtes vacciné? Et notamment au moment de la grippe saisonnière. Ouais. On sait que le diabète... Mais là vous sortez du sujet. Ah non, juste pour le diabète, là, dans le diabète. Ah oui, d'accord, non, j'avais pas... Oui, je parle juste du diabète, puisqu'on sait que souvent il y a des infections qui sont liées et on sait qu'après c'est un véritable déséquilibre et que le déséquilibre du diabète, c'est une menace. Donc pour moi, vraiment, questionner le patient sur la vaccination, c'est quelque chose qui devrait faire partie de notre entretien thérapeutique en tant qu'infirmière. Et vraiment, je milite beaucoup sur la vaccination et les patients diabétiques et puis bien sûr de façon plus large mon exercice. Vous avez fait très bien votre travail. Nous aussi. Oui. Vous aussi, nous militons beaucoup pour la vaccination. On peut pas simplement pour les diabétiques. On peut être surpris qu'il y ait encore autant de gens qui ne sont pas vaccinés dans ce pays, ce qui prouve que la tâche est importante. Bon, on va conclure. Je vous posais tous les trois la même question. Éducation thérapeutique, succès ou demi-échec dans le diabète? Fabrice Bonnet? Moi, je dirais succès parce que, bien sûr, c'est perfectible, mais on peut mobiliser des acteurs différents qui vont travailler autour du patient pour améliorer sa prise en charge, l'appropriation de sa maladie, de certaines techniques. Quand on prend un peu de recul, c'est quand même pas mal. On peut encore faire mieux, mais je serais plutôt avec une note positive en disant que dans le diabète, ça fonctionne pas si mal que ça. Positif. Pour vous? Moi aussi, je suis dans un optimisme de combat, comme dirait Michel Serres, c'est-à-dire qu'il reste des choses à faire, mais il y a quand même il y a un fossé entre le avant éducation thérapeutique et le aujourd'hui. Moi, la seule chose que je dis, c'est que l'éducation thérapeutique ne se prescrit pas de façon systématique, il faut qu'elle ait du sens pour le patient et qu'elle ne se prescrive pas de façon systématique à la découverte du diabète ou au changement de stratégie thérapeutique. Il faut que ce soit vraiment au moment où le patient en a besoin. Positif plus. Alors, j'espère que vous n'allez pas me casser mon émission, Gérard Raymond. La bonne idée, puisqu'on l'a portée depuis maintenant plus de 25 ans, mais qui mériterait d'être démocratisé et de pouvoir être accessible à tous. Et donc, effectivement, peut-être qu'il faut aussi transformer cette éducation thérapeutique dans un concept peut-être un peu plus large qui est l'accompagnement des personnes. Mais il n'y a que... C'est par cette voie-là, certainement, qu'on arrivera à mieux coordonner les acteurs et particulièrement le patient qui va être le premier des acteurs. Et vous savez, Gérard Raymond, je me dis en vous écoutant que j'invite pas assez souvent les représentants des associations de patients. Faites-moi confiance pour le faire. Le thème du prochain JPS, ce sera, on ira faire un voyage du côté de Kerpap, un centre de rééducation et on parlera de prévention routière. C'est une émission extrêmement importante. Cette soirée est terminée. Merci à nos invités. Merci à tous ceux qui nous regardent. N'oubliez pas que nos émissions sont disponibles 2 mois après nos internautes professionnels sur notre chaîne Santé YouTube Fréquence Médicale. J'espère que ces JPS sont déjà un rendez-vous incontournable pour le dialogue entre tous ceux, et je m'y ajoute, qui pensent que le bien-être des humains passe par notre entente. On se retrouve là le mois prochain pour un nouveau JPS. En attendant ce prochain rendez-vous, portez-vous bien.